Bonjour, bonsoir, bon après-midi à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Histoire de Daron. Je suis Fabrice, je suis votre hôte et cette semaine, je vous propose d'écouter l'histoire de Jean-Philippe. Jean-Philippe qui a 40 ans, qui a été élevé dans les années 80 par un couple de femmes homosexuelles, si bien que quand il s'est retrouvé papa d'une petite fille, il s'est demandé mais au fait comment je fais moi pour être un daron alors que j'ai vécu sans figure paternelle moi. Alors voilà, je vous laisse découvrir l'histoire très singulière de Jean-Philippe. Un grand merci à lui de m'avoir envoyé un mail pour me proposer de participer à l'émission. Si vous aussi vous voulez participer et passer à mon micro, vous pouvez m'écrire un mail à histoire de daron, histoire avec un S, daron avec un S, @rockymag.com, ROCKIEMAG. De toute façon, je vous mets l'adresse dans les notes du podcast. Ce podcast est désormais propulsé par Rocky, ROCKIE, je vous le disais, c'est le magazine pour accompagner les jeunes femmes, mais aussi les hommes qui le souhaitent, dans leur vie d'adulte. Vous pouvez vous abonner à notre newsletter sur www.rockymag.com, ROCKIEMAG.com, pour ne manquer aucun nouvel épisode d'Histoire de Daron. Je vous invite aussi à vous abonner à ce podcast, à lui mettre une bonne note sur vos applis de podcast préférés, sur Apple Podcast sur iPhone ou Podcast Addict sur Android. Vous retrouverez un nouvel épisode d'Histoire de Daron tous les premiers et les troisièmes lundis de chaque mois. Allez, je vous embête pas plus longtemps, je vous souhaite une bonne écoute et je vous donne rendez-vous à la fin de cet épisode. On est avec Jean-Philippe. Salut Jean-Philippe. Salut. Ça va ? Écoute, ça va, ouais. Jean-Philippe, tu me disais que tu m'avais envoyé un mail sur un coup de tête. Complètement. En fait, tu te demandais si tu étais légitime pour venir raconter ton histoire. Il y avait exactement de ça, c'est-à-dire que j'ai découvert tes émissions via Daz en fait, qui est un de mes amis. Ouais. Et donc, Daz, épisode numéro 9 si je me trompe pas. Quelque chose comme ça. Ouais. Et après j'ai repris toute la série, j'ai tout réécouté, je trouvais ça cool. Et après avoir discuté avec Lucien. Ouais. Il m'a fait mais c'est cool, vas-y, on balance ton histoire. Et je fais ok, je balance mon histoire. Et puis après je me suis fait mais je sais pas si c'est si intéressant que ça, si ça peut intéresser des gens. J'ai pas un message comme le papa qui avait une petite fille qui avait des troubles du spectre autistique. Donc j'ai pas un message en fait, j'ai pas une un combat ni quoi que ce soit. Et donc effectivement je me suis posé une question une fois que j'ai appuyé sur entrée quant à la légitimité de ce que je venais de faire. Mais t'as une histoire. Oui, bien sûr. Bah voilà. En fait t'as une histoire, elle te rend donc légitime à venir raconter ton histoire. Donc effectivement, et je suis daron, donc... Et donc à venir raconter ton histoire de daron. Allez hop, ça marche. Emballé, c'est pesé. Bienvenue Jean-Philippe. Merci. Jean-Philippe, quel âge as-tu ? Est-ce que tu peux te présenter ? Alors bien sûr, donc j'ai 41 ans, donc du côté obscur de l'âge depuis peu. Je suis donc à Lyon, dans une ville formidable de province. Je travaille en marketing dans une boîte pharma, boulot très sérieux, beaucoup de voyages, etc. Et je suis l'heureux papa d'une petite fille de 4 ans qui s'appelle Inès, qui est bien entendu formidable. Et tu peux pas dire le contraire. Non, je peux dire qu'elle est relou par contre, mais elle est formidable. À quel point elle peut être relou et formidable en même temps ? Et c'est choupi relou. Ah, ok, je vois l'idée. Pour être très honnête, et je te l'ai dit juste avant, tu m'as raconté toute ton histoire, et à l'époque, je me souviens juste m'être dit « Ok, c'est cool, viens donc raconter ». Je ne me souviens plus du tout de ce que tu m'as raconté, parce que je n'ai pas préparé cette interview, parce que je souhaite garder cette spontanéité, tu sais, dans ton récit. Donc une interview de Candide. Exactement. Et donc, je me souviens juste que c'était long et tumultueux, et qu'il s'est passé plein de choses. Ouais, il y a plein de trucs. Le point, je pense que le point d'achoppement principal qui m'a poussé en fait à faire le mail, et après je me suis mis à raconter plein de détails qui n'étaient pas forcément utiles. Mais le point d'achoppement initial, c'est que avoir un enfant, ça n'a jamais été une évidence. Ça, c'était le premier truc. Je m'étais ni pour ni contre. Je vivais ma vie plutôt, dans l'insouciance. Ouais. Et j'ai eu plein d'histoires, je me suis beaucoup amusé. Avoir un enfant, c'est vraiment une question qui s'est posée, je vais dire un peu sur le tard par rapport à plein de gens en tout cas. Parce que du coup, j'ai eu ma fille, j'avais 37 ans. 37 ans, ce qui est... J'étais avec ma compagne depuis 5 ans, sachant que sur ces 5 années-là, on avait fait 4 ans à distance. Ah. Donc ça a été une aventure où pour autant qu'elle fut réfléchie, elle n'était pas moins dénuée de spontanéité. Ouais. Et donc c'était pas une évidence. Et pourquoi c'était pas une évidence ? Parce que, et j'en reviens sur mon point d'achoppement, c'est que j'ai grandi sans influence masculine et que j'en ai jamais eu besoin. Ça m'a jamais manqué plus que ça. Ça a jamais été un problème. J'ai jamais
cherché plus que ça à retrouver mon père, etc. Et du jour où ma femme m'a dit ça y est, je suis enceinte, je me suis fait merde, c'est quoi être un père? Parce que c'est tombé un peu par hasard, c'est ça? C'était pas forcément prévu dans votre histoire de couple? C'était prévu. Alors ça a été beaucoup plus rapide que ce qu'on avait et l'un et l'autre pensé. Ouais. C'est-à-dire qu'on s'était dit on se lance et genre, je sais pas, la semaine d'après, elle était enceinte. Ah oui. Ouais, ça a été super rapide. Donc effectivement, il y a eu ça qui m'a pris un peu de cours, mais après en fait j'ai vraiment eu cette étape de réalisation de dire mais j'ai pas eu de père, ça m'a pas manqué. Donc mon next step ça a été mais c'est que si ça m'a pas manqué, c'est peut-être pas si utile que ça. Et donc comment moi je me construis, comment je me projette en fait en tant que père, sachant que de ce que j'ai pu discuter avec plein de gens en fait, la plupart des gens, j'ai l'impression, construisent leur parentalité en fonction de ce qu'ils ont connu. Oui, ou pas. C'était l'impression que j'avais. Et comme je n'avais rien connu, en fait, et que ma mère n'a pas non plus joué le rôle d'un père, etc. Enfin, il n'y avait pas de... ma mère était avec une femme formidable, mais il n'y avait pas de... Alors attends, tu dis des trucs comme si de rien n'était, quoi, tu vois, mais... Donc ta mère était avec une femme. Oui. Voilà, mais c'est pas commun. Alors non, surtout à mon âge. Surtout que t'as 40 balais. Surtout à mon âge, ouais. Tu dis ça comme si de rien n'était, alors parce que tu me dis j'ai vécu sans l'influence d'un père, mais ça aurait, enfin voilà, il y a des histoires où parfois le père décède, le père se barre, tu vois, c'est des choses qui peuvent arriver. Non, toi tu as grandi, tu as été. Ouais, si je reviens, il va falloir que tu montes tout ça dans l'ordre. Non, après, ça va être compliqué. Non, arrête de penser au montage, ça c'est mon problème. Donc si je reviens à la genèse. Ouais. À la genèse de tout ça. Du petit Jean-Philippe. Ma mère est quelqu'un de formidable et d'extrêmement atypique. Et elle a vécu, née dans les années 50, pure enfant du baby-boom. Elle a vécu de manière un peu Fast and Furious, on dirait maintenant, dans les années 70, 68, 70, etc. Et à un moment, elle a décidé que c'était bien de se poser et d'avoir un enfant. Mais ce qu'elle voulait, c'était un enfant, c'était pas une famille. Donc, elle s'est beaucoup renseignée à l'époque. Et il y avait tous les débuts de la psychanalyse, la psychiatrie, sur un peu de neurosciences, mais vraiment les trucs début des années 70. Oui. Donc, entre à moitié hippie, à moitié n'importe quoi. Et donc, ma mère a décidé d'avoir un enfant, donc elle a sélectionné un géniteur. Waouh. Waouh. Elle a sélectionné un géniteur sur des espèces de traits assez étranges, sur il faut que les générations soient ascendantes en termes d'évolution sociale et en termes d'intelligence, c'est-à-dire qu'il fallait pas quelqu'un qui soit au top. Pour qu'il continue à avoir une marge de progression, etc. Donc il y a eu une vraie sélection en fait. Elle a fait comment? Elle a fait un casting? Je pense qu'elle a fait une espèce de casting. Après, elle a fait une shortlist et in fine, elle a gardé un candidat, tu vois. Je pense qu'elle a créé le Bachelor avant que ça existe en fait. Est-ce que le gars en question était au courant? Je sais. Alors ça, ça fait partie des trucs qui font partie de la légende de ma mère et je sais pas exactement dans quelle mesure tout était sur la table. Et donc ma mère fait ça, elle a un enfant, c'est moi. J'ai 2 ans et 0 jour, et ma mère avait lu que pour l'enfant, c'était bien qu'en termes d'inconscient, d'équilibre, etc., il fallait qu'il y ait présence des 2 parents pendant 2 ans. Et donc il y a 2 ans et 1 jour, elle jette mon père, et là je commence la fabuleuse aventure des enfants de séparés, parce qu'ils n'étaient pas mariés, mais de séparés, en mode tous les 15 jours, un week-end tous les 15 jours, la moitié des vacances, etc. Putain, mais rien que ça, fin des années 70, c'est pareil. Hein, ouais, tout début des années 80. C'est moderne. C'est moderne, mais après c'était... Non, mais c'est rigolo, parce que j'étais dans une école privée, catho, c'était plus que moderne, c'était limite hérétique au début des années 80. Putain, tu m'étonnes. J'étais pas baptisé. Oh. Ah ouais, le drame. L'impur. Ouais, c'est ça, l'impur, fils du péché, l'horreur. Et mais cool, en fait. Je dois avouer que j'ai eu une enfance qui était, somme toute, hyper privilégiée. Et vraiment idéale. Et parce que ma mère avait gagné beaucoup d'argent, parce que j'étais dans un milieu qui était hyper favorable. J'ai grandi entre Bordeaux et le bassin d'Arcachon. Enfin, c'était quand même le pied. Et je kiffais pas des masses aller chez mon père, en fait, tous les 15 jours. Je trouvais que c'était pas une très bonne personne. Et donc, je devais avoir 6-7 ans. Je lui ai dit qu'on allait arrêter de se voir parce que je perdais mon temps et que ça avait pas l'air de l'intéresser plus que ça. Et du coup, il a dit OK. Et je l'ai plus jamais revu. Wow. Et
dans le deal qu'il y avait avec ma mère, en fait, il n'y avait pas d'histoire de pension alimentaire, etc. Il payait mes études. C'était juste le truc. Et je l'ai appelé une fois, quand j'ai fini mes études et que j'ai signé mon CDI, pour lui dire, écoute, voilà, ça a servi à ça, merci beaucoup. C'est tout. Et fin de l'histoire. Ok. Donc voilà. Mais ce qui maintenant m'interroge, tu vois, en tant que père, maintenant, si ma fille me disait, j'ai plus envie de te voir, je comprends pas comment tu peux le prendre en disant, ouais, ok. J'ai du mal à me projeter en fait dans cette symétrie, dans ce truc-là, et vraiment, je vois pas comment il m'a laissé partir genre comme ça, quoi. Bon, bref, là n'est pas le sujet. Et qu'après, donc ma mère, clairement, donc a été bi, hein, parce qu'il y a eu des mecs, etc. Et à un moment, elle s'est installée avec une nana. Moi, j'étais petit, je devais avoir 6-7 ans. Et ce qui était rigolo, c'est que j'identifiais bien les menaces masculines dans ma maison. Donc, c'est-à-dire, quand il y a un mec qui arrivait, j'appréciais pas trop le truc. Je défendais mon territoire. T'appelais ça des menaces, alors? Ouais, pour moi, il y avait un mec qui rentrait dans l'appart. C'était chez moi, c'était ma mère, c'était mon environnement. Il était hors de question qu'il y ait quelqu'un d'autre. Mais le truc que j'ai pas vu venir, c'est quand ça a été une nana, en fait, qui s'est installée à la maison. Au bout d'un moment, je fais, mais elle reste tout le temps? Je fais, bah ouais, on est ensemble. Je fais, ok. Très bien. Ok, je l'avais vraiment pas vu venir, mais c'est bon, c'est installé. Je sais pas, j'avais 8 ans, 7 ans, 8 ans. C'est dans 8 ans, et puis donc il faut rappeler que... Tu découvres l'homosexualité comme ça, alors. Exactement, et donc il faut rappeler que dans les années 80, il n'y avait même pas eu... il n'y avait pas de discussion sur le sujet tant que ça, quoi, tu vois. Bah oui, c'était pas un papa et une maman, quoi. C'était vraiment... Donc ça m'a vraiment pris par surprise. Et c'était cool, c'est une femme formidable, et elles sont ensemble depuis, donc ça fait plus de 30 ans qu'elles sont toutes les deux. Et c'est une femme qui m'a énormément apporté et qui m'a ouvert des pans de culture entiers sur la littérature américaine, la science-fiction, les jeux de rôle même. Enfin, c'était vraiment extraordinaire. Et voilà. Et donc, j'ai grandi comme ça. Donc, sans figure masculine. Sans figure masculine. Et plongé dans la communauté gay des années 80, qui était un peu une forme d'intelligentsia culturelle aussi, qui était assez intéressante. Juste avant que vienne frapper le sida, qui a été un truc dramatique en fait, à cette époque-là, pour des amis de ma mère, donc vraiment baigné dans une espèce de contre-culture, et dans des références type le sida par exemple, qui a été vraiment un passage hyper dur pour ma mère parce qu'elle a perdu des amis. Oui, j'imagine. Parce qu'il y a eu tout un moment où personne ne savait trop ce qui se passait, ce que c'était comme maladie, etc. Donc c'était vraiment un moment étrange. Et après, moi, je te le dis ça de manière très spontanée, naturelle, mais en fait, c'était pas du tout spontané et naturel quand j'étais gamin, parce que ma mère m'avait dit, bon, t'en parles pas à la famille, t'en parles pas à l'école, c'est un secret de maison, quoi. Le fait que ta mère soit... Le fait qu'elle soit avec une femme, qu'elle soit installée et qu'elles vivent ensemble. Donc, ma mère avait vraiment une segmentation de ses vies. Elle faisait quoi comme job? Elle dirigeait une énorme boîte d'import-export. Ah ouais? Ouais, genre un truc de ouf, quoi. Sacrée gonzesse, quoi. Ouais, une femme vraiment impressionnante à tous les titres. Et donc, c'est ça, une femme qui dirigeait une énorme entreprise à cette époque-là, qui était avec une femme qui, par certains côtés, était hyper ouverte à toutes les cultures, tout le bain culturel, en fait, des années 80, qui était super... à contre-courant, avant-gardiste. Enfin, les trucs qui se passaient dans les années 80, tu vois, ça, c'est des trucs que tu vois plus trop maintenant. En fait, les performances artistiques, par exemple, de l'époque étaient d'une violence, en fait, d'une violence sans nom, quoi. Enfin, moi, j'ai vu des performances avec les fameuses performances où les gens se recouvrent, tu vois, d'excréments et tout comme ça pour dénoncer la vie dans laquelle ils sont, etc. C'est un truc. Bon, moi, je suis plus trop en contact avec le milieu artistique underground, etc. Donc, c'est des trucs que je vois plus trop passer. Et donc voilà, donc ça c'était ma jeunesse en fait, et c'était une super jeunesse, c'était hyper enrichissant intellectuellement, c'était extrêmement riche. À titre personnel, de comment toi tu te construis en tant que mec dans tout ça, c'était un peu compliqué, donc ça a été un passage compliqué, tu vois. Par exemple, je pense que j'ai jamais fait plus de peine à ma mère que le jour où j'ai dû faire mon coming out pour dire que j'étais hétéro. Tu vois, où ma mère m'a dit mais c'est tellement dommage, t'es sûr? Et je te promets que c'était vraiment un coming out. Je me sentais super mal, tu vois, il fallait que ça sorte, quoi.
Donc, à la fin, on s'est entendu pour dire que finalement, elle m'avait fait à son image. C'est-à-dire que j'aimais beaucoup les femmes. Magnifique. Et Bravo. elle aussi. Donc, que c'était somme toute assez raccord. Et tu veux dire, en fait, c'est intéressant parce que tu veux dire qu'elle t'avait éduqué comme un petit garçon homosexuel, tu penses? Non, pas du tout. Elle m'a éduqué. Je pense qu'elle a fait un truc qui était aujourd'hui, on dirait de manière non genrée en fait. Donc garçon, oui. Après, sans pousser dans une direction ou dans l'autre. Ok. C'est-à-dire que, par exemple, j'ai jamais aimé le foot, machin, etc. Ouais. Elle m'a jamais forcé à aller faire un match de foot. Ah ouais. Non, je pense qu'elle a fait un truc qui était peut-être pas facile, mais qui n'a jamais été prosélyte. Si je peux dire ça comme ça, c'est le bon mot, dans un sens ou dans l'autre. Ok. Mais du coup, quand même, elle a toujours eu une préférence pour, la communauté, en tout cas. Ok. Gay, etc. Et du coup, ça a été un peu une déception Déchirant. pour elle. C'était un peu une déception Mon pour fils, elle. tu es hétéro. Bon, bref. C'est ça a été la Dur. déception. Mais par contre, voilà, j'ai mis longtemps à accepter qu'effectivement ma mère était lesbienne, enfin bi en l'occurrence, parce que c'est pas parce qu'elle est avec une femme qu'elle est plus bi. J'ai mis longtemps à accepter plein de trucs, mais elle m'a appris plein de messages que je pense que beaucoup de garçons devraient entendre. Genre les 3 règles du consentement, ma mère me les a appris depuis que j'ai 5 ans. Tu vois, c'est non, oui, c'est jamais non, et tant que c'est pas oui, c'est non. Et que si c'est oui, ça peut être repris à n'importe quel moment. Et ça, c'est des trucs que j'ai appris, mais tout petit, quoi. Ouais. Et je pense que ça, c'est un super cadeau. Ah bah oui. Et juste ça, je trouve ça formidable. Ouais. Et c'est pour ça que j'ai une petite fille, et j'aurais adoré avoir un garçon. Je suis super content d'avoir une fille, mais j'aurais adoré avoir un garçon pour pouvoir pousser ces mêmes messages-là, en fait. Parce Mais que tu peux le faire avec une fille. Ouais, mais d'ailleurs, je le fais avec ma fille. Super C'est-à-dire que son important. consentement, c'est super important. Oui. Le consentement des autres gens sont super Oui. importants aussi. Et que si elle veut faire un bisou absolument à quelqu'un et qu'il lui dit non, bah c'est non. De la même Voilà. manière que si elle veut pas qu'on lui fasse un bisou, c'est non. Et que je me battrai contre tout le monde, même la grand-mère, pour pas forcer un bisou sur ma fille. Ouais, je suis Même si elle a 4 ans. très d'accord. Donc voilà, ouais, ça a été une construction qui a pas été simple. Oublie pas de mettre. Pardonne-moi. C'est une construction qui a pas été simple, qui a suivi énormément d'étapes, et je crois que sur les coups de, je sais pas, 17, 18 ans, j'ai accepté le truc, comme quoi c'était ok, quoi, c'était pas... Ah, parce que tu veux dire que pendant toute ta jeunesse, ton adolescence et tout, tu t'acceptais pas le fait que ta mère soit... Non, ce que j'acceptais pas, ce que j'avais du mal à accepter, c'était que ça devait être un secret. Ah oui, ok. J'ai plus mal vécu le fait que j'avais pas le droit de parler, que j'avais pas le droit de machin, que j'avais pas le droit du coup d'aller chercher des réponses. Parce que, pas Internet. Ah oui. Non plus. Ça, Tu vois écoutez-nous les jeunes, hein. Vous écoutez, vous avez tout l'internet à votre disposition, alors que nous là, les vieux quadras là, on n'avait pas tout ça. Hein. Et quand tu te posais une question, mais t'étais bien con en Voilà, fait. nulle part. Encyclopédia Universalis, ça répond pas à ce genre de questions, Non. tu vois. Ça c'est sûr. Donc c'était un peu la merde. Ouais. Donc en fait c'est ça qui m'a pesé plus que le contexte. Et c'est un truc que j'ai complètement assumé quand j'ai à peu près terminé mon adolescence, si tant est que je l'ai jamais fini. Sur les coups de 17 ans, Ok. j'ai fait ok, c'est bon, c'est pas grave, c'est sa vie. En fait c'est le moment où j'ai réussi à faire aussi la séparation entre ma mère à sa vie, ses attentes, ses espérances, ses espoirs, etc. Et moi, j'ai les miens aussi, et on n'est pas obligé ni d'avoir les mêmes valeurs, ni d'avoir les mêmes choses tant qu'on est dans le respect, en fait. Donc, c'est le moment où, tu vois, tu fais C'est marrant parce que fais la différence. t'as expliqué toute ton histoire vraiment en 3 minutes au tout départ. Et moi, je bloque sur un truc et je te dis raconte-moi tout, et d'un coup d'un seul, on comprend. Sans doute, on va comprendre un peu mieux le reste de ton histoire en ayant cette base-là, je pense. Et donc, c'est une grosse base sur comment je me projette comme père. Ouais. Et qui a jamais été une question simple, qui est toujours pas une question simple. J'ai énormément de mal, même si je suis en train de construire la relation avec ma fille, parce que maintenant elle a 4 ans, donc tu commences à discuter, Ouais. tu commences à, etc. Donc t'es en train de construire un truc. Mais c'est toujours un truc où je sais pas exactement comment tu dois te positionner, sachant que je suis pas non plus complètement hétéronormatif, tu vois, sur la façon dont j'approche le monde. Je sais pas où c'est que je dois mettre mes curseurs, etc. Si mes combats pour le féminisme, par exemple, etc. Ouais. Si j'en fais pas trop, si je me positionne correctement. Est-ce qu'on peut être
trop féministe, je ne pense pas. Non, mais on peut faire des erreurs en fait. Ah oui, donc ça c'est autre chose. Ouais, et que je pense que j'ai une de mes amies qui disait qu'un mec n'a pas le droit de dire qu'il est féministe. Oh, oui. Et Ce débat. Mais ce donc débat n'a ni queue ni tête. je prendrais pas le débat. Mais tu vois, par exemple, pendant un moment, je me disais non, ma fille, elle aura jamais de truc rose. En fait, je me suis dit, en fait, c'est con parce que si je lui interdis, elle va le vouloir encore plus. Du coup, c'est peut-être contre-productif. Donc, je vais essayer d'expliquer pourquoi, etc. Et quand on regarde un vieux film, tu sais, les vieux Disney, c'est horrible à regarder de nos jours, quoi. Genre, la petite sirène, c'est le pire truc de la Terre, quoi. L'héroïne principale n'existe que par son père et son intérêt amoureux. Et donc, il faut que j'explique ça à ma fille parce que c'est une catastrophe, quoi. C'est marrant parce qu'en ce moment, avec Disney, sur Mademoiselle, on a une OP où ils veulent un peu réhabiliter les princesses, tu sais. Ah ouais. Et je trouve que c'est une super démarche de leur part parce que si tu regardes bien les princesses Disney de ces dernières années, elles sont vraiment cool, quoi. Elles sont bien badass, en tant que personnage. Et si tu prends effectivement celle, la Belle au bois dormant par exemple, qui est juste un personnage passif, je leur en parlais justement et je leur disais mais il y a une des membres de l'équipe qui me disait mais si tu le replaces dans le contexte, en fait, la meuf, déjà, elle décide de défier l'autorité parentale en allant toucher le truc, là, comment ça s'appelle, je ne sais même plus, mais bref, qui l'endort. Ouais. Et elle dit, mais rien que ça, déjà, à l'époque, c'était un truc énorme, quoi, tu vois. Tes parents disaient, Pas con. tu peux pas le faire. Et toi, en tant que meuf, à un moment donné, tu te dis, bah les couilles, je vais le tester. Bouf. Après, effectivement, ça t'endort, etc. Donc, tu payes le prix, mais il y a quand même ce truc de base, en fait, qui est un truc de défi de l'autorité parentale. Et c'est vrai que quand tu le replaces dans le contexte, ça prend peut-être une autre dimension. C'est sûr que si tu le regardes avec les yeux d'aujourd'hui, tu fais quel nunuche, hein, vraiment. Donc, ouais. Ça, je ne t'en le fais pas dire. Mais revenons un petit peu sur ton envie d'enfant, parce que tu me disais que je sais pas, t'as l'air. Tu m'as raconté tout à l'heure que c'était venu un petit peu extrêmement rapidement. C'était, en fait, c'était pas une évidence. J'ai jamais été, il me faut absolument un enfant, ou j'aurai jamais d'enfant. C'était un truc où je m'étais pas posé spécialement la question. J'ai rencontré du coup Idoia, donc ma compagne, je devais avoir 30 ans. On s'est rencontrés à New York pendant une soirée. Finalement, un film. Finalement, non, c'est pas. On s'est rencontrés là-bas. Elle vivait là-bas. Donc on a fait 1 an et demi entre Lyon et New York où j'y allais tous les mois parce qu'elle avait 0 vacances forcément parce qu'elle travaillait là-bas. Ouais. Et moi j'avais l'opportunité via mon travail d'aller pas mal de fois. T'avais des RTT, tu veux dire? Et en plus, j'avais plein de RTT. Et donc, du coup, on a fait ça. Après, il y a eu 1 an et demi. Elle a été mutée à Londres. Donc, on a fait 1 an et demi jusqu'à Londres. Et puis, il y a ce moment où quand tu es à distance depuis un petit moment, tu te fais, bon, on la joue comment, en fait? On continue comme ça, mais clairement, on reste un peu dans une certaine forme d'immobilisme, même si c'est très très cool en fait les relations à distance pour ça, parce qu'à chaque fois que tu te revois, tu te retrouves et t'as jamais de routine et t'as jamais tous ces à côté qui font que il y a un moment dans une relation où ça peut être un peu moins fun, quoi. Bon, et finalement, on décide de s'installer tous les deux à Lyon. Elle vient à Lyon. On découvre la vie à deux. Moi, c'était la première fois que j'emménageais avec quelqu'un. J'avais toujours lutté contre l'appartement commun. Donc, j'étais un spécialiste de je prends mon appartement à 20 mètres. Et donc là, comme elle venait à Lyon, je pouvais pas lui dire écoute, tu prends ton appart et moi je vais rester dans le mien et on va faire comme ça pendant un moment. Donc non, c'était pas possible. Donc elle vient à Lyon, on apprend à vivre ensemble, on redécouvre une nouvelle forme de couple et quelques temps plus tard, en fait, se pose la question de savoir est-ce que on est prêt pour avoir un enfant. Je me fais ouais, ça va nous prendre super longtemps de toute façon. Je sais pas, c'est toujours le moment où t'as toujours des potes qui disent ça fait 1 an qu'ils sont en train d'essayer, etc. Tu fais ouais, j'ai le temps de m'habituer en fait. Et en fait, non. Et avant ça, t'avais pas du tout envisagé l'idée, quoi, avant que la question se pose. Okay. Non, j'avais vraiment pas. Je te dis, j'étais ni fermé, ni pour, ni machin, etc. Okay. C'était vraiment pas une évidence en fait. Et donc, Idoia vient me dire un matin écoute, je suis enceinte. Bim! Et là, bam, la grosse barre derrière le cou, en me disant merde, ça y est, c'est... It's happening. It's happening. Et
Et c'est parti, quoi. Et sachant que je suis un angoissé total, plus scientifique. Donc, j'ai bouquiné tous les trucs, tous les problèmes qui pouvaient arriver, les machins, etc. À chaque fois qu'on arrivait à une écho, tu sais, je savais tous les trucs qu'il fallait regarder. Ce genre de futur père. Ce genre de père, tu vois, le père ultra angoissé. Et alors que pour ma femme, c'était un truc, ça se passait bien. Elle a eu de la chance que les 3 premiers mois soient pas compliqués en termes de santé, de nausées, etc. Juste, tu vois, mais les clichés, elle avait envie de framboise, tu vois, n'importe quand, c'était relou. Mais bon, voilà, à part ça, c'était vraiment top. Et elle a super bien vécu le début de sa grossesse. Et donc, à chaque fois qu'elle arrivait à une écho, c'était normal que tout aille bien. Alors que moi, je savais exactement. Tu sais, plus tu regardes, plus tu sais qu'il peut y avoir de problèmes. Tu sais, nos parents avaient pas ce genre de problème. Exactement. Pas d'écho, en fait. Il n'y avait pas d'écho. Hein. Et donc, c'était parti pour 9 mois. Pas des années 70, mon pote, il n'y avait pas d'écho. Donc on vit cette grossesse plutôt pas mal. Ma femme sur le tard commence à avoir du mal sur la représentation du corps, tu sais, le corps qui t'appartient plus vraiment, etc. Et c'est un truc super intéressant, c'est une super discussion qu'on a, etc. Je pense que pour elle qui était, tu vois, qui faisait super attention à son corps, etc. C'est toujours un moment de je sais pas comment te dire, mais c'est un moment où tu remets un peu en question le modèle de qu'est-ce qui t'appartient, de qu'est-ce qui est en contrôle, etc. Vu que clairement, cet enfant qui grandit prouve par A plus B qu'il n'y a plus de contrôle sur à peu près grand-chose, quoi. C'est ça qui est fou, je pense, c'est que nous, on s'en rend pas vraiment compte en tant que père, je trouve. Alors que chez les femmes, ça se concrétise tout de suite dans ce truc est en train de grossir à l'intérieur de moi et je ne peux rien y faire. C'est un truc de ouf. Ouais. Et pour ma femme, ça a été un truc de ouf, quoi. Genre, t'as une partie de ton corps qui ne t'appartient plus vraiment et qui se met à bouger alors que t'as pas voulu. C'est quand même très bizarre quand tu y réfléchis. C'est clair. Et donc, comme tous les pères, je vivais le truc par procuration. Bien sûr, j'ai pris mes 15 kilos de couvade. Oui, la couvade. Bien entendu. Écoute, ma femme mangeait pour 2, fallait bien que je mange pour 3. Hein. Voilà, je suis d'accord. Donc, j'ai bien fait tout ça comme il faut, comme tous les mecs, je crois. Dans l'angoisse de savoir, tu vois, elle a 5 doigts. Ouais, c'est bon, elle a 5 doigts. La membrane du cœur s'est bien refermée. Ouais, l'estomac aussi. Ouais. Tu sais, toutes les merdes qui peuvent se passer, en fait. Et tout va bien. Et honnêtement, c'est une super grossesse. Et c'est vraiment, et c'est une belle histoire. Et en plus, c'est une belle aventure pour nous deux. Et après, il se passe un truc rigolo. Donc, je suis au taf. Idoia m'appelle, me fait, j'ai perdu les os. Ah. Il est 18h30. Je suis en train de rentrer en meeting. Tu vois, je fais, oh putain. It's happening. Je prends un Uber, je rentre à la maison, je dis au Uber, vous m'attendez en bas, parce que je fais partie de ces gens qui n'ont pas le permis de conduire. Bravo. Donc j'ai amené ma femme à la maternité en Uber. Donc un Uber a amené ma femme à la maternité. Ça, en fait, c'est classe. Et le mec a même pas trop stressé, c'était plutôt cool. Et donc on arrive à la maternité et en fait là rien. Et il s'est passé un truc rigolo, c'est que pendant 48 heures, ça peut arriver que tu perdes les os et qu'il y ait un début de dilatation, mais que les contractions démarrent pas tant que ça et que du coup, juste il se passe rien. Donc tu te fais ce rush de partir à la maternité et rien. Et tu passes la nuit, donc ils la mettent dans une chambre, etc. On passe la nuit là, on marche. Oui. Genre 12 bornes dans cette maternité. Et les mecs nous disent, bon, écoutez, ça n'a pas l'air de se produire maintenant. Par contre, comme vous avez perdu les os, vous ne pouvez pas rentrer. Donc, monsieur, rentrer à la maison. Toi, tu rentres à la maison et tu laisses ta femme et ça se passe comme ça. Et en fait, les mecs t'expliquent le protocole, c'est 48 heures. Et au bout de 48 heures, si ça n'a pas démarré naturellement, ils déclenchent. Et donc là, je leur fais, ah mais non, c'est pas possible parce que ça allait être mon anniversaire dans 48 heures. Et il était hors de question que je partage mon anniversaire. Moi, je suis fils unique, je partage pas mes affaires. Oh mon Dieu. Et bien entendu, 48 heures après, elle a toujours pas accouché. Et là, les médecins nous disent, bon écoutez, demain matin à 8 heures, on déclenche. Et à ce moment extraordinaire où ma femme m'appelle à 3 heures du matin. Donc elle est à la maternité, moi je suis à l'appart. Elle fait, je crois qu'on a fait une connerie. Je suis pas prête pour ça. Ah, bordel. Et là je fais, écoute, j'étais en train d'y réfléchir. Je me dis, là, je sais pas si, peut-être tu crois que tu peux le garder encore un peu. Comment ça se passe? Comment on fait pour faire en sorte qu'ils viennent plutôt dans 2 ou 3 ans? Et donc c'était assez rigolo. Et ce qui est super rigolo, c'est quand tu prépares tes affaires, etc. Et tu fais bon, mais bon là c'est prévu, c'est aujourd'hui et tout. C'est mon anniversaire. Je vais passer mon anniversaire à la maternité. Elle va me le piquer. Plus personne me souhaitera mon anniversaire. Ça va être horrible. Et on arrive à la maternité. Il déclenche. Ça se passe super bien. 4 heures plus tard, ma fille naît.
Comme tous les mecs, de ce que j'ai compris, en écoutant Histoire de Daron, je m'effondre en larmes quand la médecin me met Inès dans les bras. Un truc complètement animal, complètement au-delà du contrôle, au-delà de la raison, en fait. Et effectivement, c'est le moment où je me dis, putain, ça y est. T'es responsable, t'es avec cette petite chose super dépendante qui vient de commencer par te piquer ton anniversaire. Commencer par piquer mon anniversaire. Et une grosse claque quand même tu vois, dans tes trucs. Exactement. Dans tes trucs préconçus de je veux pas partager. D'un coup d'un seul, bim! T'es obligé de partager, mon pote. Elle te prend ton truc. Tu peux plus faire autrement. La preuve que c'est plutôt un anniversaire. Après, même ma mère, en fait, elle m'envoie des textos pour souhaiter un bon anniversaire à sa petite fille. Et 2 heures plus tard, elle m'envoie un texto pour me dire hey, bon anniversaire à toi aussi, mon chéri. J'avais oublié. Lol. Ma mère met lol dans ses textos, c'est horrible. Bah oui. Bref. Voilà comment je suis devenu père. Donc, je m'effondre en larmes. C'est un super beau moment. Parce que tout s'est toujours bien passé, que l'accouchement n'a pas été horrible, que ma meuf a kiffé sa péridurale en s'agitant sur sa pompe et en se droguant, la pompe morphine. en se droguant sur le dos du service public de manière complètement légale. Et voilà, et c'était cool. Et ça a été du coup le début d'une aventure et pour moi la continuation de ces angoisses-là de comment t'es père, comment tu te positionnes, ça veut dire quoi? Et alors, c'était quoi? Mais je sais, j'ai toujours pas la réponse. T'as toujours pas la réponse, mais comment tu... C'est... Comment dire? Est-ce que tu penses que ça va être ton chemin, c'est ça? Avec ta fille? Parce que même si elle grandit, elle est encore petite. Elle est super petite, ouais. Voilà. Ouais, ça va être mon chemin. Et je pense et tu vois, je réfléchissais en venant ici. Et je pense que le conclusion de ça, c'est que c'est une co-construction, en fait. Elle sait pas ce que c'est non plus de comment être une fille, quoi. Enfin, clairement, elle vit en fonction de ce qu'on lui... Pour l'instant, on a une énorme influence encore sur elle, bien que l'école ait commencé et que je commence à voir des morceaux d'influence, tu vois, de l'école, etc. Et de ses potes et tout ça. Mais je pense que ma conclusion, c'est qu'on va se co-construire tous les deux et que ça vient nourrir mes angoisses dans tous les sens, parce que genre, il faut que je survive, tu vois, il faut que... j'ai une angoisse de la mort terrible depuis longtemps, tu vois. Et je me dis, mais il faut pas que je meure maintenant, parce que sinon c'est horrible, tu vois, j'ai trop de trucs à lui passer encore. Et ouais, pour moi ça a été un vrai déclencheur. J'ai arrêté de fumer, j'ai quasiment arrêté de bouffer de la viande, je me suis remis au sport en me disant il faut que je tienne au moins 20 ans, quoi. Mais c'est dû à quoi? Est-ce que c'est dû au fait que tu l'aies eu peut-être un peu plus tard que... Peut-être. Alors il y a un côté comme ça, il y a un côté que je l'ai eu, voilà, je l'ai eu, j'avais 39 ans. Non, 37, putain. Oui, pardonne-moi. J'avais 37 ans. Si tu veux. J'avais 37 ans, mais après je fumais comme un pompier. Je sortais beaucoup. Je bouffais vraiment bien. Je faisais beaucoup la fête et clairement une course propre à l'autodestruction, mais complètement assumée. Hein. C'était vraiment, ça faisait partie du package, quoi. Et mais ce moment où on te met ce rôti qui bouge là dans les bras et que tu te dis putain, en fait il y a une responsabilité qui est, alors bien sûr financière, machin, etc. Mais t'as une responsabilité d'être là, en fait. Et ça, je l'ai pris très très fort dans la gueule. Et du coup, je me suis transformé en hippie. J'ai arrêté de fumer, je bois beaucoup moins. Je suis en passe je mange de la viande de manière extrêmement parcimonieuse et éthique. Tu vois, un hippie. Et donc c'est une co-construction. Je pense que j'apprends à être père en marchant. Je dois avouer un truc, c'est que les histoires de darons m'aide aussi pas mal. Ah ouais? Parce que je me suis rendu compte, en fait, je parlais peu ou pas de paternité avec mes potes. Et pourquoi tu penses? Mais ça fait partie des questions que je me suis posées. C'est-à-dire qu'en écoutant l'histoire de Daron, parce qu'en fait, tu rentres vraiment dans l'intimité de la façon dont les gens construisent ces histoires-là, construisent leur rapport à la paternité, etc. Et du coup, je prends plein de trucs. Tu
toi en me disant ah putain j'avais pas pensé à ça, notamment ceux qui ont des gamins plus grands et tout. Tu te dis ah mais j'avais pas du tout ne serait-ce qu'envisagé cette perspective, ou etc. Et donc ça te donne plein de points de vue qui sont intéressants, et comme moi je suis vierge de tout, je prends tout en fait, j'absorbe tout, tu vois, viennent nourrir en fait ce truc là. Et effectivement je me suis rendu compte qu'avec mes potes je parle jamais de ce que ça veut dire être père, quoi. Pourquoi tu penses? Il y a une forme de pudeur peut-être liée à cette masculinité. Ouais, je pense que ça fait partie de cette toxicité de la masculinité, comme quoi on ne doit pas parler de nos sentiments ou de nos émotions en tout cas, et que du coup il y a toujours une forme de gêne à venir exposer tes incertitudes peut-être, ou faut que tu sois un rock. Ouais, c'est ça, c'est un peu cette image-là où tu vois, tu regardes tes potes, tu fais putain ils ont l'air de super bien faire et tout machin, et tu te dis mais en fait non. Ça se trouve, ça doit être la même merde partout, en fait. Personne ne sait rien. Je et pense vraiment que on essaie tous de faire au mieux, quoi. Même le moins pire possible, je pense. Tu disais ça dans le dernier que j'ai écouté, je crois, avec le mec qui avait 3 ados, là. Ouais. Et le moins pire, exactement. Et c'est marrant parce que c'est vraiment pour moi cette histoire de masculinité toxique, c'est un peu notre sujet du moment aussi sur Mademoiselle. On a un podcast qui s'appelle The Boys Club où on fait parler des mecs. Justement, Lucien est passé. Ouais, là, moi aussi, qu'un autre de mes potes. Et je trouve que la paternité fait partie de ces trucs-là où on a tendance à pas venir expliquer ce qu'on vit, les émotions qu'on vit, parce que en fait, avoir des émotions pour un mec, ça va, c'est bon. Ouais, exactement. Exactement, les émotions c'est un truc de faible. Voilà. Alors que en fait avoir un enfant c'est que ça au début. C'est prendre dans la gueule, surtout en bas âge, etc. Ouais. C'est vraiment prendre dans la gueule plein d'émotions. Comment ça s'est passé pour toi les premiers jours de la rencontre avec ta fille? Je dois t'avouer, je crois que ça a été une source d'angoisse ininterrompue. Elle a fait des comment ça s'appelle? Tu sais, des coliques. Tu sais, quand alors non, ça, beaucoup de gens ne savent pas. Moi, je n'avais aucune idée, mais quand le système digestif se met en place, parfois ça se passe pas super bien. Ouais. Et t'as ton gamin qui hurle à la mort pendant des heures. Et du coup, elle a fait ça les premiers jours, et au point que j'ai appelé la maternité en disant s'ils faisaient un service après-vente parce qu'il fallait m'aider, parce que là je m'en sortais plus. Et comme c'était une maternité formidable, je dois avouer, les nanas en fait m'ont dit alors écoutez, il est 2h du matin, c'est pas grave, ça va bien se passer, et on passait plus de temps à me calmer moi pour m'expliquer que juste il n'y a rien à faire et que t'attends, etc. Les premiers jours, j'ai fait une connerie aussi, c'est que j'ai pas pris mon congé paternité immédiatement. Ah, pourquoi ? Et parce que on s'était dit que ça pouvait être cool de le prendre sur la fin, comme ça on se faisait 2 semaines de vacances tous les 3 sur la fin, avant que 25 ans, avant que avant que ma femme reprenne le taf, tu vois, okay. Avant la fin de son congé mat, on s'est dit je prends le congé paternité sur les 2 dernières semaines du congé mat, et on se fait des vacances tous les 3 et ça peut être cool, et etc. Et alors en fait ça c'est une énorme connerie, parce que ta femme genre juste c'est Hiroshima dans sa gueule. T'es au taf, donc t'es pas là. Je l'ai vu super mal, quoi. Et intellectuellement, moralement, vraiment super dur. Et j'en suis énormément voulu en fait de pas pouvoir être là. Et du coup, j'ai fait la deuxième connerie, c'est que je me suis occupé toutes les nuits. Ah. Et on avait décidé que tous les deux elle allaiterait pas. C'est pas une connerie, c'est. Ouais, mais c'est du coup tu te burns en fait. Oui, c'est ça. Tu te brûles littéralement. Et on avait décidé qu'elle allaiterait pas pour que parce qu'il y avait ce côté par rapport au fait animal que ma femme qui fait pas des masses. Ouais. Par rapport au rapport au corps, encore une fois, etc. Et que la nature c'est bien mignon, mais que l'accouchement ça allait, c'était bien, on arrêtait là. Donc c'était pas son truc, et moi je trouvais ça pas mal parce que du coup ça me permettait de prendre une place au début qui t'est un peu refusée entre guillemets spontanément si ta meuf décide d'allaiter, quoi. Même si tu peux tirer des trucs horribles en fait, comme ça. Et donc cette joie du tire-lait. Je sais, mais du coup je ne sais pas. Écoute, moi ma femme j'ai vu une fois un peu par hasard parce qu'elle a très peu allaité, et je l'ai vue allaiter une fois. Elle s'enfermait dans la cuisine en fait, et je suis rentré à ce moment-là et j'ai vu ce truc et j'ai fait mais non,
ça va, je vais survivre si tu veux, mais pourquoi faire ça vraiment voilà. Ouais, c'est un rappel à ta condition animale, en fait. C'est ça, c'est un vrai truc de ok, on est vraiment. Alors je pense que toute cette période, grossesse, accouchement surtout, est un vrai truc, comme tu le dis, de rappel qu'on est des putains de mammifères, quoi. C'est ça. C'est ça. Et il n'y a rien à cacher par rapport à ça. Je pense que le fait d'avoir un enfant, c'est le plus gros rappel. Parce que intellectuellement, tu peux toujours te soustraire, en fait, à ta condition d'animal à peu près quasi permanente, quoi. Et, sauf là. Là, tu le prends pleine face. Et je pense que c'est peut-être encore plus probant. Enfin, pour ma femme, en tout cas, c'était un truc qui était vraiment difficile. Donc le congé paternité, ton conseil, ça serait... Alors moi, c'est plutôt avant pour pouvoir prenez-le. pour pouvoir être là, parce que je l'ai vu, ça a été super dur, quoi. Et toi, en plus, tu rentres de ta journée de taf, t'as fait 12 heures de taf, il y a des trucs que tu comprends pas, en fait. Clairement, tu vois, quand elle te dit putain, j'ai pas parlé de la journée, c'est horrible, et machin, tu fais ah ouais, je comprends, quoi. Donc c'est mon conseil, c'est le congé paternité au début, et puis le deuxième truc, c'est que mon congé paternité, ma boîte m'a fait revenir au taf pendant mon congé paternité, ce qui était pas hyper cool. Mais bon. Je milite vraiment, moi, pour un congé paternité vraiment rallongé. Tu sais, c'est en Suède où ils font, en Islande, où ils ont droit à 9 mois, moitié-moitié. Ouais, ils partagent, c'est ça. Voilà. Mais je crois qu'en Espagne, c'est le même principe. Ok, je sais pas. Il me semble. Et c'est vraiment un vrai truc, je pense, pour que sociétalement, à mon avis, on finisse par avoir des darons impliqués dans la vie de leurs enfants. Et puis c'est super dur. Tu vois, par exemple, là, j'ai pas eu de babysitter pendant un mois parce que elle va la chercher à l'école à 4h30 jusqu'à 19h et tout. Et du coup, j'ai été chercher ma fille pendant 3 semaines à l'école. Et c'est super dur quand tu dis écoutez, il est 4h, moi je m'en vais, quoi. Et en plus, je suis suffisamment haut pour pouvoir dire on arrête les réunions et je me casse. Mais tu sens que c'est vraiment pas naturel, quoi. Et je me suis pris des réflexions par ma boss qui est une nana. Et parce qu'il y a une forme, après on pourra en reparler, mais il y a une forme d'intégration, en fait, des politiques de domination, notamment chez pas mal de femmes qui sont au pouvoir, etc. Mais par pur mimétisme et notion de survie, hein. Il n'y a pas de jugement là derrière. Et mais c'est assez impressionnant à voir, effectivement. Donc le congé paternité au début. Et juste, tu fermes ta gueule et t'es là pour ta meuf. Bon, et comment ça se passe maintenant qu'elle commence à grandir, la petite Inès ? Ben, la petite Inès, c'est cool. C'est une enfant qui est bilingue, parce que sa mère est espagnole. Donc ça a été un truc qui a été très rigolo, qui nous a posé beaucoup de questions aussi. De comment on accompagne, comment on veut accompagner les deux cultures pour qu'elles coexistent. Et parce que j'ai énormément d'exemples autour de moi de binationaux où un des parents lâche un peu l'affaire sur la longue et clairement les gamins s'engouffrent, en fait, dans le truc et vont à la solution de facilité, ce qui est plutôt logique. Donc on a été super exigeants par rapport à ça. Je pense que c'est un des trucs où on a été le plus ferme. Et alors vous faites comment ? Alors les premières années, on a pris une nounou qui était chilienne. Ok. Parce qu'en fait, ce qu'on s'est dit, c'est vu qu'on était parti pour rester en France un petit peu, a priori, que le français allait devenir une langue forte et que donc il fallait qu'on renforce le plus possible l'espagnol en amont. Et donc on a toujours pris des babysitters espagnols ou d'Amérique latine. Sa nounou principale était chilienne, donc en fait on a renforcé l'espagnol le plus possible. L'envoyait pas mal de temps dans sa famille espagnole, etc. Et ta compagne, elle lui parle en espagnol. Que en espagnol. En espagnol, moi je ne lui parle qu'en français. Et ce qui est rigolo, c'est que ça a changé aussi de la dynamique, parce qu'avant on parlait français tous les deux, parce qu'elle parle français couramment, mieux que je ne parlais espagnol à l'époque. Et donc le français était la langue du couple, et avec Inès, en fait, on a tellement segmenté que chacun parle sa langue que maintenant, pour quelqu'un qui nous croise, en fait, elle me parle plus qu'en espagnol, et je ne réponds plus qu'en français. Et on est assez content parce que du coup, ma fille, maintenant, quand elle rentre dans une conversation, elle va parler vraiment que espagnol à sa mère et que français, c'est avec cool. moi. Ce qui est plutôt cool, quoi. Et avec le début et donc elle avait un niveau d'espagnol qui était bien supérieur à son niveau de français, et avec l'école, effectivement, comme prévu, le niveau de français, en fait, est monté en flèche, et je pense qu'on est assez content sur la façon dont ça s'est fait.
Et on lui a toujours dit que le fait qu'elle parle espagnol, c'était son super pouvoir. Parce qu'il y a un autre truc aussi, les gamins n'aiment pas trop être différents par rapport à l'école. Et on voulait pas qu'elle soit gênée de parler espagnol avec sa mère, donc on a toujours dit que c'était un truc spécial en fait et que c'était précieux. Et du coup, c'est son petit pouvoir de super-héroïne. Je comprends. Donc maintenant, elle veut parler anglais. Bah oui, une fois que tu as appris l'espagnol, tu es fluent à 4 ans si tu veux. C'est exactement je sais même pas ça. comment on dit fluent en espagnol parce que je ne sais rien dire en espagnol à part vamos a la playa et una cerveza. Et hola que tal. Et également la casa de papel. Parce que c'est une très bonne série. Oui, mais c'est parce que, moi ce qui m'a fasciné dans cette série, c'est que c'est la première fois que je voyais une série en VO espagnole. Et je trouve que c'est très intense, si tu veux, comme langue. Ouais. Bah, vis avec une espagnole et tu vois ce que c'est l'intensité. Quoi. J'imagine. Tu voulais me parler d'éducation non genrée aussi, non? Oui, mais c'est aussi c'est mon combat ça d'essayer d'en faire une petite fille qui soit le moins influencée par le patriarcat dans une société qui fait tout pour lui balancer à la gueule ça en permanence. Et la dernière fois, j'ai eu une conversation. Ce qui est super, j'ai eu une conversation avec ma fille de 4 ans sur le fait qu'elle ne pourrait être grande que quand elle sera mère. Donc elle m'a dit ça. Elle m'a dit il me tarde d'être maman parce que comme ça voudra dire que je suis une grande. À 4 ans. 4 ans. Okay. C'est moche, hein? Oui. c'est putain de moche. Donc elle me dit ça, et tu sais, c'est toujours ce côté, où ton gamin te dit un truc et tu tombes un peu de ta chaise. Ben là, je suis super tombé de ma chaise, en fait, du coup. Et où il a fallu que je lui explique que non, elle a pas besoin d'avoir un enfant pour être grande, quoi. Et qui lui a dit ça, tu sais ou pas? Aucune idée. Ouais. Enfin, tu vois, c'est l'école. Clairement, l'éducation nationale. Clairement, c'est cette putain d'école, tu vois, qui a pas bien intégré encore, enfin, qui vit encore comme il y a 60 ans, enfin, tu vois. Alors, petit big up à toutes les jeunes profs, les jeunes instits, les jeunes. Font des efforts. Les jeunes. Alors, attends, comment on dit déjà? Pas les maîtresses, mais les profs des écoles. Professeurs des écoles. Désolé, qui sont ultra canons et qui ont tendance à faire bouger les choses, etc. Et j'étais avec une d'entre elles hier qui est une mademoiselle, une lectrice de Mademoiselle, et elle pète les rotules du patriarcat. Elle leur hack le cerveau au môme, si tu veux. Donc c'est super bien. Mais comme quoi la nouvelle génération, je pense, va amener un peu de nouveauté, quoi. Comment se positionne ta femme, ta compagne, par rapport à Elle trouve que j'en fais trop. C'est vrai. Elle trouve que je suis relou. Putain, la mienne aussi, elle pensait ça. Elle trouve que je suis vraiment relou, en fait, parce que... Et en plus, il y a un autre truc c'est que je hiérarchise pas les combats. C'est-à-dire que je prends tout au même niveau, le consentement, le fait de non, t'as pas besoin d'être mère, etc. Le rose, par exemple. Alors désolé, j'ai un accent bordelais pour tout le monde, je sais que ça choque. J'ai entendu, t'inquiète. Je sais que ça choque tout le monde. Hein. Je dis rose, chauve, jaune. Oui, je suis d'accord. En fait, j'étais comme ça un peu aussi au début, et plus ça va, plus je me suis un peu détendu, et notamment sur le rose, etc. Pour partir du principe que peut-être aussi qu'il faut les laisser faire leur truc et de leur filer les clés. Tu sais, au fur et à mesure, en disant, t'es pas juste obligé de faire ça, tu peux le faire si t'en as envie, toi. Mais c'est vrai qu'au départ, j'étais ultra hardcore. Ouais, le problème, c'est que son envie à elle est fortement influencée, voire dogmatisée, tu vois, parce que ce qu'elle voit autour. Ouais, je sais. Et par exemple, la dernière fois, là, j'étais... Donc, alors, il y a un truc extraordinaire, c'est que comme j'ai été chercher ma fille pendant un mois à l'école, j'ai fait partie de la team maman, parce que c'est quand même super triste, mais effectivement, j'étais le seul mec à aller la chercher. Et donc, j'ai fait le parc. Oui. Oh, le parc est un comment dire, un modèle social extrêmement intéressant, et en fait c'est là que il y a plein de trucs qui se passent, quoi. Et par exemple, il y a un petit garçon qui a été expliqué à ma fille que non, elle pouvait pas jouer au ballon, en fait, parce que c'était pas un truc de fille, quoi. Et t'as fait quoi? J'ai expliqué au petit garçon qu'il avait bien fermé sa gueule. Ouais, alors ça c'est l'envie initiale, en fait, c'est tu me files ton ballon et je te défonce la gueule. Et non. Et du coup, non, on t'explique qu'il n'y a pas de jouet pour garçon, il n'y a pas de jouet pour fille, quoi. Et il y a ce fameux truc qui sort, que je reposte régulièrement sur Facebook tous les ans, qui dit est-ce que tu as besoin de tes organes génitaux pour jouer à ce jeu-là? Si la réponse au oui, c'est que c'est pas un jeu pour enfants. Si la réponse est non, c'est que tout le monde peut jouer avec, quoi.
Et donc, c'est ce que j'explique à ma fille, que non, il n'y a pas de jouet pour les garçons, il n'y a pas de jouet pour les filles, qu'il n'y a pas de métier pour les garçons, il n'y a pas de métier pour les filles, que les seules différences entre les garçons et les filles sont des différences d'ordre biologique et qu'il n'y a pas de prédéterminisme en fonction de ton sexe sur ce que tu peux avoir envie de faire. Est-ce que tu as utilisé le terme prédéterminisme auprès de ton enfant? Pas encore. Écoute bien, ma petite Inès. Il n'y a pas de prédéterminisme. Non, pas encore. Mais non, j'essaie de lui parler, et ça, c'est un autre truc où j'essaie de lui parler avec des mots simples. Alors, j'y arrive pas toujours. Mais de manière. Enfin, j'ai jamais utilisé de mots que je trouve infantilisants, parce que c'est pas parce qu'ils sont petits qu'ils sont cons, et juste parce qu'ils ont pas toutes les clés et pas tous les mots, on doit forcément faire de la bouillie, quoi. Donc c'est pareil. Donc des fois je me prends un peu au sérieux, peut-être, je crois, quand je lui explique des trucs, et parce que je trouve que c'est important et qu'il faut se mettre en conscience sur certaines choses. Donc et c'est pour ça que ma femme me dit t'es relou. Ouais. Il y a un petit truc, je pense que ça va aussi avec une forme de lâcher prise, tu vois, par rapport à ça. Et je pense que, en tout cas moi, les premières années, j'avais vraiment beaucoup de mal à lâcher prise sur ces sujets-là. Et au fur et à mesure, j'ai compris que ça servait à rien et qu'il fallait peut-être les laisser vivre leur truc en leur filant les clés, en fait. Ouais, accompagner. Voilà. Et c'est un truc, c'est moins fatigant. Et surtout, je sais pas comment ça se passe pour toi, mais moi j'avais réussi à me mettre toute la famille à dos parce que les jouets de Noël, etc. J'étais ultra relou. Alors non, mais j'ai eu des bonnes surprises là-dessus. Alors effectivement, c'est avec alors du coup, il y a un truc rigolo pour ma fille, c'est qu'elle a d'un côté une famille. Le modèle de la famille espagnole, qui est une famille basque espagnole, donc le modèle basque espagnol est hyper matriarcal en plus, donc c'est des femmes très très fortes, etc. Mais super tradis, over tradis, tu vois. Les parents d'Idoia sont ensemble depuis, je sais pas moi, ça fait peut-être 50 ans, tu vois, qu'ils sont ensemble, enfin un truc de ouf. Et effectivement, il y a eu des conversations assez houleuses et intéressantes, et notamment autour d'un jeu. Mais là où ça a été intéressant, c'est que la discussion a pris sans se polariser de trop, et qu'on a réussi à avoir une super discussion sur la représentation. Par exemple, c'était un jouet où en fait les petites filles, il y avait une princesse et une infirmière, et les garçons, il y avait un pompier, un astronaute. Et forcément, ça m'a fait péter un câble. Classique. Mais on a réussi à déclencher une bonne conversation, et je trouve que c'était cool parce que je pense pas que c'était des conversations que ils auraient forcément eues en fait. Et voilà, et de l'autre côté, ma fille a deux mamies. Donc qui sont pas du tout représentatifs d'un quelconque modèle qu'elle puisse voir par ailleurs, et c'est cool, et c'est très très cool. Donc elle pose des questions de savoir pourquoi elle a pas de grand-père côté paternel, donc il y a des bonnes discussions, tu vois. Ouais, j'imagine. Et que j'essaie d'avoir de manière à peu près transparente, sans non plus tu vois, rentrer trop dans le truc, tu vois, dans le sujet. Et puis voilà, donc je pense que du coup elle se marre bien avec ses mamies, elle se marre bien avec sa famille tradie, et j'espère qu'elle intègre bien tout ça, quoi, et qu'elle fait sa sauce en fait. Je vais te poser la dernière question que je pose à tout le monde. Si ta petite écoute ce podcast dans 10 ans, dans un truc du futur de l'internet, qu'est-ce que tu aurais envie de lui dire? Que j'espère que j'ai pas trop merdé. 10 ans, elle commence. Ouais, 10 ans, c'est 14 ans. Chaud. Bah écoute, c'est le moment où tu dois commencer à te dire avoir la direction que ça prend, mais je suis même pas sûr en fait, parce que je pense que ça peut... Enfin, quand je vois comment j'ai été ado, c'est pas forcément représentatif de ce que je suis devenu derrière. J'ai fait beaucoup de conneries quand j'étais gamin. T'es déjà pas mal construit, hein. T'as déjà de bonnes bases. Tu dois avoir pas mal de clés. Mais écoute, j'espère qu'elle a les bonnes clés, que j'ai pas été trop relou en fait, que j'ai réussi à lâcher prise à certains moments peut-être, et que surtout qu'elle se sent pas limitée dans ce qu'elle peut et ce qu'elle veut faire en fait. Et je pense que c'est ça le... Je sais pas si tu te dis à un moment j'ai réussi, parce qu'à mon avis c'est jamais fini. Mais ouais, juste qu'elle est heureuse et qu'elle a zéro limite et qu'elle fait ce qu'elle a envie de faire, dans le respect de ses aînés bien sûr. Ah oui, respecte ton père. Oui, c'est toujours le truc horrible, c'est obéis-moi, mais en même temps j'aimerais bien que tu développes une certaine forme de désobéissance civile et machin, etc. Tu sais, t'as toujours ce double truc, t'as pas envie que les gens qui obéissent à tout sont des gens qui sont fondamentalement bien sûr, ennuyeux, mais en même temps ta fille, t'as vraiment envie qu'elle t'obéisse parce que c'est putain de relou quand elle fait n'importe quoi. Ouais, c'est vrai.
Donc c'est ce double discours. J'espère que tu obéis à ton père, mais que tu n'obéis pas forcément à toutes les règles. Et donc ça veut dire qu'elle peut pas désobéir si elle obéit à son père qui est quand même la forme d'autorité ultime. Ouais, mais Choisis ton camp, Jean-Philippe, à un moment donné où il faut... Ouais, tu te plantes parfois, tu vois. J'espère que je me serais pas trop planté. Ouais, En fait, c'est ça. je suis d'accord avec toi. Et puis, on va tous se planter. Ça fait partie du jeu. C'est ça. Je pense que tu sais jamais si t'as réussi ou pas, quoi. Bien sûr que non. Et en fait, je pense que t'es toi-même le fruit de... On le voit bien dans ton parcours de ce que tu racontes. T'es toi-même le fruit d'une éducation tout à fait particulière. Certes. Qui fait la belle personne que t'es aujourd'hui. Oh, c'est gentil. Non mais c'est vrai. Et en fait, tu disais, j'ai pas de figure masculine. Peut-être tu serais une autre personne si t'avais eu ça. Donc tu vois, et tu disais que t'avais eu du mal à le vivre, le côté caché, etc. Mais ça t'a forgé aussi. Je trouve que c'est cool. On est tous la somme des erreurs de nos parents. C'est ça qui est génial. Ouais. Ça permet tellement de déculpabiliser quand tu comprends ça. Le C'est-à-dire produit que de tellement de conneries. tu vas faire des conneries avec tes enfants et comme tes parents ont fait des conneries avec toi. Et regarde finalement, est-ce que c'est si pire? Ouais. Mais après, tu peux dire qu'il y a peut-être un facteur chance, hein. Non. La chance. La chance. Qu'est-ce que c'est que la chance? Non, je pense pas qu'il y ait de chance. Enfin, je veux dire en dehors des aspects des accidents de la vie, quoi, tu vois. Non, je pense pas. Tu penses qu'il y a de la chance, toi? Je pense qu'à un moment, t'as toujours peut-être pas, alors tu peux appeler ça peut-être pas de la chance, mais il y a des facteurs hors de contrôle, en fait. T'as une part d'inné qui va venir kick in à un moment. T'as un choix que tu vas faire ou pas faire quand t'es ado et que t'as des choix que tu peux faire quand t'es ado qui peuvent être dramatiques en fait en termes de conséquences sur ta vie plus tard. Bon, moi faisant partie de cette jeunesse super dorée machin etc. J'ai vu des potes se droguer et qui sont jamais revenus etc. Et là, à un moment, il y a un facteur chance, c'est-à-dire que le mec qui a pris son cacheton, etc., le cacheton de trop à un moment, etc., quand t'as 15-16 ans, tu peux pas dire que c'est un facteur pas de chance, en fait, en l'occurrence, surtout. Ouais. Le mec est jamais revenu, quoi. Qu'est-ce qui te fait prendre ce cacheton de trop? Après, c'est ça, mais t'as l'environnement, t'as le machin, t'as etc. T'as peut-être un moment de faiblesse, un moment où t'es moins bien, un moment de machin, etc. Et donc, c'est une somme, effectivement, de faits, mais que tu peux plus contrôler, quoi. Merci beaucoup pour ce moment, Jean-Philippe. Merci à toi. C'était trop bien. Et puis, je te confirme que ton histoire était tout à fait intéressante et que tu étais tout à fait légitime à venir la raconter. Surtout, n'hésitez pas si vous voulez, si vous avez une histoire de daron un peu particulière que vous voudriez raconter, vous m'envoyez un mail sur histoire avec un s de daron avec un s @gmail.com et puis peut-être que vous allez regretter comme Jean-Philippe 3 secondes après avoir envoyé le mail et puis peut-être que je vous répondrai. En tout cas, je fais en sorte de répondre au plus grand nombre. C'est parfois désolé si je tarde un peu parce que ça peut être long. J'ai beaucoup trop de mails et d'autres trucs à faire qu'histoire de daron aussi à côté. Mais en tout cas, merci beaucoup pour ton intervention, Jean-Philippe. C'était cool. Merci pour ce moment passé ensemble. Ciao, ciao. Et voilà, c'est terminé. J'espère que cet épisode vous aura plu. Je vous le rappelle, si le concept vous plaît, parlez-en autour de vous. Partagez ce podcast sur vos réseaux sociaux. Le bouche à oreille, c'est encore le meilleur moyen de faire connaître ce programme. Et je vous précise que si vous écoutez en podcast, vous pouvez venir me laisser un commentaire sur l'épisode sur YouTube. Ça me fait toujours un immense plaisir et c'est encore la meilleure façon de discuter avec d'autres auditeurs d'Histoire de Daron. Je vous mets l'adresse de la chaîne dans les notes du podcast. Enfin, je vous rappelle que vous pouvez retrouver Histoire de Daron sur vos applis de podcast préférés, mais aussi sur Deezer, sur Spotify, sur SoundCloud ou même sur YouTube. Vous retrouvez tous les liens dans les notes de ce podcast. Cet épisode était également le dernier épisode de l'année. Je vous souhaite de bien belles fêtes en famille. J'espère que vous passerez un bon moment et je vous donne rendez-vous pour le prochain épisode le lundi 7 janvier 2019. Et d'ici là, je vous souhaite à toutes et à tous une très belle vie et bien sûr une très belle année à vous.